Faut-il investir dans Rexel? C'est la question sur laquelle on va se pencher dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec le cours de l'action du distributeur de matériaux électriques, de matériel électrique. On est sur une boîte qui était à 4 € en 2020. On est à 25 € maintenant, donc une véritable fusée. Est-ce que, alors depuis, on stagne un petit peu quand même hein, depuis 2024. Est-ce que la reprise est devant nous? On va regarder ça. Alors, cette boîte, elle est plutôt spécialisée dans la croissance externe. Elle fait beaucoup d'acquisitions, 1,8 milliard, 1,830 milliard d'acquisitions. Quand on regarde par rapport à la market cap, c'est quand même un petit tiers quand même, c'est intéressant. En médiane, mais sur 1,7% de croissance. Sur 2024, on a fait 0,7% de croissance. Est-ce qu'on a la dernière publication au mois de mars? On l'a pas dans le logiciel. Donc, on se retrouve sur voilà, une boîte qui est plutôt dans un secteur mature. Après, elle a une tendance de long terme devant elle, hein. L'électrification, c'est porteur pour l'avenir. On est sur quand même, on a eu un fort rattrapage en 2021-2022. Depuis, ça se tasse un petit peu quand même, hein. Donc voilà, c'est plutôt un marché en consolidation, mais il y a de la croissance organique également. Il faut aller capter cette croissance organique avec voilà, des nouveaux produits, etc. Bon, alors maintenant, les taux de marge. Donc la distribution, les taux de marge, ils sont pas c'est pas fantastique, hein. Donc on est sur un taux de marge brut qui est plutôt stable depuis 10 ans, 24,8%. Donc à mon avis, on n'a pas forcément gagné beaucoup de parts de marché. On est sur un taux de marge d'EBITDA à 6%. Lui, par contre, il est en hausse depuis 10 ans, légèrement, enfin pas grand-chose, hein. Surtout en hausse depuis 2020. Donc c'est à mon avis plutôt cette période de référence qu'il faut regarder. Ça veut dire qu'on a fait un peu des gains d'efficience opérationnelle, ça c'est bien. Et un taux de marge nette digne d'un distributeur, hein, 1,8%. Est-ce que c'est un problème? Bah, ça va dépendre de votre rotation d'actifs. Alors, d'un point de vue free cash flow, d'une part, c'est plus élevé que le taux de marge nette. Donc ça, c'est encourageant. Et ensuite, quand on a un distributeur, ce qui compte, c'est pas le taux de marge. Enfin, le taux de marge est important, mais si la rentabilité se mesure par rapport au capital, et en général, le capital est plutôt faible hein, chez les distributeurs. Et là, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la rotation de l'actif. Donc vous avez un taux de marge net qui est à 1,8%, mais vous avez une rotation d'actifs qui est assez forte. Donc vous faites tourner 2 fois, enfin 1,4 fois les stocks sur les 12 derniers mois. Donc finalement, cette rotation du stock vous permet de générer finalement des bénéfices nets sans mettre beaucoup de capital. Si vous regardez, on va aller voir plus tard, hein, mais si vous regardez, est-ce que l'entreprise est BFR négatif? Non, elle est BFR positive quand même, donc ça aide pas. Bon, on va se pencher là-dessus juste après. Donc taux de marge net, taux de marge, on va dire, plutôt encourageant quand même, plutôt en augmentation, légère après, hein, donc moi je trouve que c'est pas si mal. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc ça c'est bien, ça dépend comment c'est obtenu. Donc on l'a vu, hein, le BFR est positif malheureusement, mais est-ce qu'il s'améliore? On a non, une variation, défavorable du BFR par contre. Pour un distributeur, ça c'est pas incroyable, hein. Pour un distributeur, on veut qu'il arrive et qu'il ait le pouvoir de faire payer ses clients, à moins que lui ne doive payer ses fournisseurs. Là, ça semble pas être le cas, donc malheureusement ça attaque les cash flows opérationnels et à dépenses en capital constante, ça va, attaquer les free cash flow. Bon, si vous regardez la dépréciation amortissement contre dépenses en capital, par contre, on fait plus de dépenses en capital. Pourquoi? Ah, là, on peut faire des hypothèses, hein, j'en sais rien, il faut aller creuser évidemment tout l'historique de la boîte. Mais peut-être que maintenant ils font de la croissance, plutôt, par acquisition et donc ils ont plus besoin de faire de dépenses en capital, pour faire croître l'activité, pour la croissance organique. Ça, c'est une hypothèse à confirmer, hein. Mais, du coup, vous avez 3 milliards de différentiel, donc, là, hop, ça vous aide sur les free cash flow. Si vous regardez les other non-cash items, hop, on en a pour 5,580 millions. Ça aussi, ça aide les free cash flow. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas. Il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie. Donc, à mon avis, pour valoriser Rexel, il vaut mieux utiliser les free cash flow. Ça représente mieux ce que l'entreprise gagne réellement. Après, on va voir hein, s'il y a de la dette, il vaudra mieux utiliser le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA. D'abord, un petit tour sur la rentabilité opérationnelle. 7%. Pour un distributeur, c'est pas mal, hein. 7,6 sur les 12 derniers mois. Donc, bon, ça, après, la rentabilité de 2022, où en fait la dépense en capital, enfin, les commandes étaient exceptionnelles et carnet de commandes étaient rempli, je ne suis pas sûr qu'on atteigne à nouveau ce niveau-là. En revanche, la médiane est déjà à un niveau quand même relativement correct. Donc, si on reste au niveau de la médiane, c'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup de croissance organique, donc on peut s'autofinancer sans trop de problèmes. Ensuite, l'endettement.
on est quand même endetté à plus de 3 fois l'EBITDA et d'où sort la dette en fait. Alors il faut déjà regarder s'il n'y a pas des obligations locatives, donc il faut les déduire parce que c'est pas vraiment de la dette, mais les normes IFRS incluent ces obligations dans la dette, donc il faut retraiter ça. Et s'il reste un niveau important de dette, à mon avis, l'hypothèse c'est que ça vient des acquisitions. Donc c'est une boîte qui fait la croissance organique, la croissance externe maintenant. Donc le but c'est de faire des acquisitions, les intégrer, se désendetter, refaire des acquisitions, ainsi de suite. Le niveau actuel est quand même un peu lourd, hein. Si c'est de niveau, si c'est le vrai niveau, parce que j'imagine qu'ils ont des loyers vu qu'ils doivent avoir des entrepôts, vu que c'est la distribution. Donc à vérifier le niveau réel de l'endettement par rapport à l'EBITDA, mais si c'est ce niveau-là, c'est quand même un peu lourd. Et pareil en termes de free cash flow, c'est quand même un peu lourd aussi. Donc ça génère des frais d'intérêt élevés et ça attaque le résultat net, hein, via les charges financières. Alors, la rémunération de l'actionnaire. Hop, on se met ici, dividende, rendement. Et alors dividende, le compte d'action et on est sur un rendement actionnaire à 6,2%. Donc c'est honorable. On a un rendement du dividende qui est finalement, est-ce qu'il est élevé? On va regarder. Hop, il est à 4,8%. Donc c'est intéressant quand même. Et c'est agrémenté par des rachats d'actions. Donc c'est soutenable ce niveau de versement de dividendes. Après, les rachats d'actions, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt discrétionnaire. Donc si on a des free cash flow qui restent et que le cours est sous-évalué, si possible, on peut racheter les actions. Donc rendement d'actionnaire complètement soutenable et intéressant à ce niveau-là. On va aller se pencher sur la valorisation. On se paye, 8 fois. La médiane est à 7,8. Voilà, bien sûr, l'opportunité, c'était ici, sur 2023-2024, enfin surtout sur 2023. Depuis, le multiple s'est fortement redressé, fortement. Après, on est dans l'absolu pas très chèrement payé. C'est normal, il n'y a pas beaucoup de croissance, hein, donc faut avoir ça en tête. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de marge de sécurité. Peut-être que le cours n'est pas incroyable, mais ça sera la conclusion du dossier. Vous avez quand même une rémunération de l'actionnaire qui est sympathique et c'est pas si cher payé que ça. Mais il n'y a pas, à mon avis, il y a pas forcément le moteur redressant du multiple à attendre sur ce dossier. Il faut, ça va suivre, à mon avis, la croissance des bénéfices, petite croissance, pas forte croissance à l'attendre, à mon avis, hein, peut-être entre 3 et 5%, et le dividende, le rendement de l'actionnaire à 7%. Donc ça peut rester, ça peut être intéressant quand même à ce niveau-là, plutôt en fond de portefeuille. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.